Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, un article est paru dans le New York Times il n'y a pas longtemps. Cet article a été traduit en français et en créole, publié aux États-Unis, en France, un peu partout, y compris en Haïti, dans l'un des journaux locaux, qui est des journaux locaux plutôt, qui est qu'on appelle, je pense, Novelas. Dans cet article, les chercheurs américains et français tentent de montrer que Haïti a acheté son indépendance le 1er janvier 1804. C'est pour ça que quand on parle de la dette de l'indépendance, c'est cette dette-là qui a permis à ce que Haïti puisse avoir son indépendance. Il faudrait apporter un petit bémol là-dessus. Haïti n'a jamais acheté son indépendance. Que ce soit bien clair. Ces chercheurs-là se trompent comme d'habitude, puisque le problème, c'est de montrer que l'homme noir n'a jamais rien fait de bon. Hein. Haïti n'est pas un pays, une puissance en fait, hein, de l'époque. Puisqu'elle a vaincu la première armée du monde, celle de Napoléon Bonaparte. Donc, il faut montrer que non, c'est pas là. On coupe on tient le serpent par le milieu et on nous montre seulement la tête ou la queue. Non. Haïti n'a pas acheté son indépendance. Haïti a obtenu son indépendance par la force. C'est ça qu'il faut expliquer, parce que l'histoire, c'est ça. On ne peut pas passer tout notre temps à tricher sur notre histoire. Je veux parler de l'histoire de l'homme noir. Haïti est le premier pays noir à obtenir son indépendance, mais elle l'a obtenue par la force, pas par la négociation. Oui. Elle a fait capituler l'armée napoléonienne. Elle a massacré les militaires de l'armée de Napoléon. Et nous saluons nos héros qui nous ont donné cette dignité. C'est l'une des premières grandes victoires de l'homme noir dans le monde. Et nous saluons les grands Dessalines et les autres collègues qui ont travaillé, nos ancêtres qui ont travaillé, qui se sont battus pour nous donner cette dignité qu'on veut effacer par la plume. Non. C'est pas ça l'histoire. C'est pas ça l'histoire. La dette coloniale,
ce n'est pas la dette de l'indépendance. On devrait, c'est même, on appelle ça dette coloniale par abus de langage. Oui, on appelle ça dette coloniale par abus. C'est une escroquerie, c'est une rançon. Ces gens ont pris en otage notre pays. Ils ont pris Haïti en otage. Haïti s'est battu. Puisque Haïti a reçu son indépendance en 1804, le 1er janvier 1804. Le problème de la dette est arrivé en 1824-1825. Exactement 1824. C'est là que Charles X va vouloir venger Napoléon Bonaparte. Voilà le problème. Haïti s'est battu. Ils ont gagné. Ils ont chassé le maître esclave. Ils ont chassé le colonisateur. Ils ont occupé le pays et ils ont commencé à s'organiser. Le PIB d'Haïti allait jusqu'à 50 millions de dollars par an. Donc c'était un pays riche. C'était un pays qui vraiment qui avait assez de revenus pour s'en sortir aujourd'hui, pour être mieux même que Saint-Domingue qui aujourd'hui, la République dominicaine qui aujourd'hui ne veut pas voir du tout un Haïtien. Vous voyez, donc c'est ça ce qui s'est passé. Quand les Français ont vu, les Haïtiens se sont organisés maintenant pour développer leur pays. Et ce sont eux qui reviennent pour dire non, mais on ne peut pas laisser ces gens-là avancer. Parce que si on les laisse avancer, ça va donner une leçon aux Africains, à leurs frères qui sont restés en Afrique. Ils vont aussi nous combattre. Ils vont utiliser les mêmes méthodes, les mêmes moyens. Et donc, il faut qu'on aille refaire la guerre. Et c'est là qu'ils vont revenir pour faire la guerre. En 1804. Mais Haïti n'était pas préparé à faire la guerre. Parce que pour elle, la guerre est terminée, nous avons obtenu notre indépendance, eux ils sont partis, donc nous pouvons maintenant construire notre pays, bâtir notre économie, émanciper notre pays, notre peuple. On n'était pas préparé pour ça. Haïti n'avait pas des intentions de faire la guerre encore, puisqu'elle avait terminé avec ça. Mais les autres sont rancunieux et ils sont, comment dirais-je, complexés de voir un pays noir arriver à obtenir l'indépendance. D'où le fait que, et puis il ne faut pas oublier, ce qui est encore plus grave, c'est que l'armée de Napoléon à l'époque était la première armée du monde que Haïti a mis à genoux. Donc ils se sont dit, il faut se venger. C'est pour ça qu'ils ont amené cette théorie. Et comme Haïti ne voulait pas la guerre, là ils ont négocié pour qu'ils puissent payer cette rançon-là, qui ne se justifie pas du tout, qui n'a ni tête ni queue. C'est de l'escroquerie. C'est pas à cause de l'indépendance. Non, c'est parce qu'il ne fallait pas laisser ce pays évoluer, sinon les autres pays africains vont faire la même chose. Donc il faut stopper cette hémorragie-là. Parce que n'oubliez pas que c'est à ces moments-là que eux maintenant, ils vont chercher maintenant à rentrer dans la colonisation. Voilà le problème. Et pour mettre Haïti à genoux, ils ont demandé un montant très élevé. 150 millions de dollars de l'époque. Et au final, Haïti a payé plus de 560 millions de dollars. Mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité? C'est que ils demandent la première rançon, la première tranche de ce paiement, puisque Haïti était d'accord pour faire la paix, et payer et faire la paix. Quand ils donnent la première mention, là, c'était tellement élevé que Haïti était obligé de prendre une dette auprès des banques françaises pour payer les premiers paiements. Et cette dette-là, quand ils contractaient cette dette-là, ça faisait que multiplier, augmenter la dette totale d'Haïti. C'est pour ça qu'on est arrivé jusqu'à 560 millions de dollars de l'époque, qui ont été évalués avec le président Jean-Bertrand Aristide à près de 21 milliards. 21 milliards de dollars. Ce que la France n'a jamais voulu payer, la France n'a jamais voulu donner. Vous voyez, et il n'y avait pas que la France. La France a
tenu Haïti sous occupation. C'est là d'ailleurs, en fait, c'est à ce moment que Haïti va être en fait colonisé. Parce que quand on parle de l'indépendance, c'était à l'esclavage. À partir de 2024, c'est là que commence la colonisation d'Haïti et qui perdure jusqu'aujourd'hui. Malheureusement, ça perdure jusqu'aujourd'hui. Il ne faut pas laisser ce pays avancer parce que si ce pays avançait, les pays africains là, vont aussi évoluer. C'était ça le deal. C'était ça l'objectif. Mais quand la France va imposer à Haïti de contracter des dettes au niveau de la France, qu'est-ce qui va se passer après? Mais les Français, voyant que c'est un marché juteux, ils vont maintenant se déplacer, venir en Haïti, installer des banques qui vont piller, carrément occuper, mettre la main sur le trésor haïtien. Et ça a duré jusqu'en 1914. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? À partir de 1914, il y a un autre larron, un troisième larron qui va rentrer. C'est les États-Unis qui vont demander à la France que mais vous ne pouvez pas être les seuls à jouir de ça. Les États-Unis vont, à travers la Citibank, là, cette Citibank, là, qui vont imposer encore une autre dette à Haïti. Et c'est comme ça que ce pays va être pillé systématiquement par les Occidentaux, les Européens et les Américains. Systématiquement, jusqu'aujourd'hui. Vous vous rendez compte que Haïti, quand ils achètent des armes au Canada, comme malheureusement les dirigeants qui sont là, ce sont des dirigeants que les États-Unis placent là. Ce n'est pas la démocratie, non. Je vous ai déjà dit qu'un pays colonisé ne peut pas avoir de démocratie. Il n'y a pas de démocratie dans un pays colonisé. Si nous voulons avoir la démocratie, nous devons commencer d'abord par être indépendants et souverains. Sans ça, il n'y aura pas de démocratie. Ça va être la comédie qu'on est en train de voir en place des dirigeants. René Préval a été placé par les Occidentaux. Martelly a été placé par les Occidentaux. Ça, c'est sous mes yeux, j'étais là. Donc, ce pillage-là a continué au point que les dirigeants, comme ils contrôlaient les dirigeants, ils contrôlent les dirigeants, ils ont d'abord commencé par supprimer l'armée haïtienne. Alors qu'on sait qu'un pays ne peut pas vivre sans armée. La première des choses, c'est qu'ils disent non, vous n'avez pas besoin d'armée. On va garder une police. Mais la police est là pour assurer la sécurité intérieure, mais pas l'armée. Et quand la police est dépassée, débordée, c'est l'armée qui vient. C'est pour ça qu'ils ont des difficultés à vaincre les gangs, à mettre de l'ordre. Parce que la police est tellement faible. Elle n'a pas d'armée. Et ce qui est encore plus grave, c'est que quand les Haïtiens achètent des armes, ils donnent de l'argent. Il n'y a pas longtemps, ils ont donné l'argent pour au moins, je ne sais pas combien de chars, une douzaine de chars au Canada. Pendant près d'un an, le Canada n'avait jamais livré ses chars. Il a fallu faire du tapage pour qu'on envoie 3 chars qui sont complètement à l'agonie. L'achat des drones, ce n'est même pas la peine, alors que la guerre, dans ces conditions-là, c'est avec les drones. Là, c'est une guérilla. C'est les drones qu'il faut utiliser. J'étais, moi, en Haïti quand il y a eu le tremblement de terre. Je travaillais pour les Nations Unies. Et pour vous montrer un peu le degré de pillage de ce pays, c'est que quand il y a le tremblement de terre, la communauté internationale décide de venir au secours d'Haïti. Qu'est-ce que Obama fait? Obama prend le dossier d'Haïti, il donne ça, il met ça dans les mains de Bill Clinton. Donc, toute l'aide de la communauté internationale, toute cette aide-là, devait tomber dans les mains transiter dans les mains de, comment vous l'appelez, Bill Clinton. Et quand Bill Clinton prenait l'argent, il n'a rien fait pour la reconstruction. Je l'ai vu à plusieurs reprises, il est venu, j'étais à Léogane, la ville de Léogane, c'était l'épicentre même du tremblement de terre. C'est là-bas que je travaillais. Bill Clinton est venu à plusieurs reprises là-bas. C'est d'ailleurs à cette occasion que j'ai pu le rencontrer pour la première fois. Et lui serrer la main même. Mais vous voyez, ça dit que
Il vient, vous croyez qu'il va vous parler des vraies choses? Non, il vous distrait, il va voir des gens par-ci par-là, il vous fait rigoler. Ça dit que c'est un comédien, un comédien, un comédien. Quand il s'en va là, on mobilise toute la mission des Nations Unies. Quand il s'en va, on s'assoit, on réfléchit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Qu'est-ce qu'il a apporté? Zéro, rien. Je ne dis pas des choses que j'ai lues, non, moi-même j'ai vu. Il ne sort même pas un franc. Pour dire, bon, on va construire tel hôpital, on va... Non, 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 non. Les ONG se débrouillent par-ci, par-là, les Nations Unies, nous, on se débrouille. Lui, l'argent qu'il reçoit là, pour la reconstruction, parce que nous, on avait un budget à nous, pour les Nations Unies, parce que notre mission, c'était pas la même. Le tremblement de terre, c'était bon, on se compte, puisque nous sommes là, il faut renforcer donc les capacités. Mais en fait, lui, il n'était pas, il ne faisait pas partie des Nations Unies. Lui, c'est la communauté internationale, parce que les Nations Unies il y a le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies qui a des fonds alloués pour sa mission. C'est pas la même. Mais lui, quand il venait pour sa mission, c'est nous, les Nations Unies, qui s'occupaient de lui. Jusqu'à son départ, sa sécurité, machin, tout ça, il s'en va. Et quand il s'en va, lorsque vous regardez après, il n'a rien laissé. Il n'a rien amené. Il est venu bras ballants. Ça dit que c'est des voies. Bref, vous voyez, on a mis en coupe réglée, on a mis à genoux un État. Comme je disais tantôt, l'objectif, c'est d'abord l'Afrique. Ne pas motiver les Africains à imiter leurs frères haïtiens. Voilà la vraie motivation. Et c'est ce qui m'amène, avant de conclure, à un conseil vis-à-vis du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Centrafrique et des autres pays africains. Dans les 4 premiers pays que je venais de citer là, ils ont réussi à chasser les Français. Ne pensez pas qu'ils sont partis pour toujours. Ce sont l'armée française, c'est une armée des sans domicile fixe. Donc quand ils partent là, ils vont tourner et rester autour pour mieux s'organiser et revenir en force. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Monsieur Goïta, Monsieur Ibrahim Traoré, Monsieur Tiani, vous n'avez pas le droit à l'erreur, parce que sachez-le qu'ils reviendront. Vous les avez chassés, c'est un succès, nous vous sommes reconnaissants. Et c'est très bien. Mais, vous voyez, avec Haïti, on les a chassés 20 ans plus tard. Ils sont venus reprendre là où ils s'étaient arrêtés. On va reprendre, maintenant on va faire la guerre encore. Entre-temps, eux, ils se sont préparés pendant 20 ans. Ils ne vous ont rien dit. Ce que vous voyez, opération de déstabilisation, ça c'est rien, c'est l'intimidation. La vraie opération, là, c'est ce qu'eux, ils sont en train de préparer. Ils vont se préparer et ils vont revenir. Ça pourra prendre 20 ans, ça pourra prendre 40 ans, ça pourra prendre 50 ans. C'est donc à vous de créer des conditions de telle sorte que quiconque vient après vous gérer le pouvoir ne puisse pas ramener le pays dans les mains de ces Occidentaux. Il faut prévoir ça. Parce que je vous dis, ils reviendront. Avant l'esclavage, ça a été comme ça. L'esclavage, avant de nous prendre en esclavage, nous ont mené la guerre pendant 500 ans. Pendant 500 ans. Ils partent, ils reviennent. Ils partent, ils reviennent, on les chasse. Ils partent, ils reviennent encore, on les chasse. Ils reviennent encore jusqu'à ce que nous, on était essoufflés. Et ils venaient en groupe. Vous avez les Français qui viennent aujourd'hui. Quand les Français repartent, ce sont les Allemands qui viennent. Quand les Allemands repartent, ce sont les Anglais qui viennent. Quand on les bat, parce qu'ils ne repartent pas parce qu'ils ont gagné. Non, ils repartent parce que nous, on leur donnait des leçons. On les mettait à genoux. On les neutralisait. Ils s'en vont, ils reviennent encore après, avec des armes plus sophistiquées. On n'a pas pu suivre le rythme parce qu'ils étaient trop nombreux face à nous. Et c'est là qu'après, ils ont commencé avec l'esclavage. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, c'est un avertissement. Tirons la leçon d'Haïti. Mais il faut garder l'espoir pour Haïti. Oui, non, c'est fini cette affaire-là.
Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Haïti ne tombera plus jamais dans les mains de ces mêmes Occidentaux. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yaba Kolervé. Nos enfants doivent connaître l'histoire, doivent connaître ce que leurs ancêtres, leurs parents ont fait. Quand on fait un sondage ici aux États-Unis pour demander aux enfants noirs, est-ce que vous voulez jouer avec des poupées blanches ou des poupées noires? Ils choisissent tous des poupées noires. Pourquoi? Vous êtes noirs et vous préférez des poupées blanches? Parce que eux, ils sont mieux que nous. C'est un complexe qu'on a développé à travers ce genre de processus où vous avez des intellectuels qui s'asseyent pendant 1 an. Pour rédiger cet article-là du New York Times, ça a pris 1 an. Et ils viennent dire que Haïti a acheté son indépendance. C'est faux. Haïti a obtenu son indépendance par la guerre, puisqu'elle a vaincu l'armée de Napoléon, qui était la première puissance mondiale. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Tous ceux qui pillent, quand je parle du continent africain, c'est tous les pays de Caraïbes, là, noirs. Je parle d'Haïti, je parle de la Jamaïque, je parle de la Guyane, ainsi de suite. Tous, pour eux tous là, tous ceux qui les persécutent, les pillent, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.